Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième émission pour justement justice citoyenne, en fait regard croisé, organisé conjointement avec le collectif Libertad et surtout Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. Bonsoir à toutes et à tous. On a pris un petit peu de retard, excusez-nous, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les pages Facebook ou chaîne YouTube, on avait décalé l'horaire à 20h10 suite à du retard et puis pour vraiment finaliser la préparation de cette émission. Je vous rappelle également les petits impératifs. Donc, on va en fait diffuser, on est reparti en fait pour plusieurs semaines, plusieurs mois certainement, là, avec David Guyon, justement pour une émission hebdomadaire. Donc, tous les lundis à 20h sur un format court. On va essayer de faire une demi-heure, une heure d'une manière globale, de manière approximative, pour parler des sujets d'actualité, notamment avec un regard juridique, pour essayer de décortiquer un petit peu la loi et surtout de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans ces textes et pour essayer d'éviter d'avoir notamment des fois des incompréhensions et surtout des perceptions, ou on va dire faussées, ce qui traduit des fois un langage un petit peu faussé que l'on va avoir dans notre entourage familial, personnel, avec des élus. Donc l'idée, c'est vraiment de décrypter pour avoir vraiment des éléments factuels et pour pouvoir, on va dire, tenir un discours également dans nos sphères privées, dans nos sphères professionnelles, qui soit vraiment adéquate, sans mauvaise interprétation, si possible. Juste avant de débuter, donc là, vous êtes plusieurs à commencer à vous connecter. On diffuse donc sur plusieurs pages Facebook, sur différentes chaînes YouTube. Donc, pensez à vous abonner tout de suite, si vous le souhaitez, pour suivre les prochaines émissions et suivre l'actualité. Donc, aux chaînes YouTube du collectif Libertad et à la chaîne YouTube également de David Guyon, qui nous fait des émissions également, même à titre individuel, de manière régulière, avec des informations, on va dire, toujours des plus intéressantes. Donc également les pages Facebook à liker, partager massivement autour de vous. Et puis on va pouvoir débuter. Bonsoir David, après cette partie présentation. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Merci d'avoir rappelé ce que je vais redire effectivement, c'est-à-dire que vous êtes dans une émission quotidienne, tous les lundis à 20h. Bon, on a eu 10 minutes de retard, je m'en excuse, c'était moi, c'est ma faute. J'ai tenté de préparer parallèlement à cette émission, vous le savez, un article juridique que je publie dans les jours qui suivent, ce qui vous permet de retrouver tous les argumentaires juridiques sur lesquels on se base. Ça veut dire que ce qu'on va vous raconter ce soir est sourcé et vous pouvez le retrouver sur mon site internet guillaume-avocat.fr et vous aurez toutes les sources qui seront citées qui vous permettront d'aller consulter directement les textes. Donc, j'ai préparé tout ça en amont de l'émission, j'ai eu un petit peu de retard et je m'en excuse. En tout cas, n'hésitez pas, je vous invite, vous le savez, à vous abonner, à partager, à commenter, puisque les sujets dont on va évoquer, ce sont aussi vos sujets, c'est votre émission. Pierrick, cette semaine, on a eu quelques propositions de sujets qui vont, à mon avis, tomber dans les prochaines semaines. Tout est une question un peu de préparation. Il nous faut un petit peu de temps. Et on a préparé sur les premiers sujets. On a essayé de rebondir sur l'actualité de manière à pouvoir vous donner des notions clés, des notions juridiques pour décrypter l'actualité de manière un peu plus neutre, de manière un peu plus objective, avec un petit peu de recul. Lorsqu'on parle, par exemple, de destitution du président de la République, eh bien, on fait référence aux articles 67 et 68 de la Constitution. Faut-il encore savoir de quoi il s'agit? Donc ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine émission, Pierrick. Bon, je m'égare. On va retourner aujourd'hui donc, sur ce qui nous concerne. On va parler aujourd'hui des mesures d'isolement et de contention. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Eh bien, parce que ces mesures d'isolement et de contention ont fait leur apparition dans un certain nombre de textes de la loi d'état d'urgence sanitaire et dont la dernière en date, qui était la loi du 22 janvier 2022. Certains ont pensé qu'on allait finalement isoler et mettre en contention un certain nombre de personnes non vaccinées. En fait, il ne s'agit pas de cela, point sans faux, et on va vous expliquer de quoi exactement il s'agissait. Écoute Pierrick, moi j'ai prévu un temps en deux parties, revenir un petit peu tout d'abord sur ce qu'est les mesures psychiatriques, les soins sans consentement, hein, parce que c'est une matière qui est quand même grandement ignorée d'une grande partie de la population, alors que pourtant, rappelons-le, c'est quand même 88 000 personnes par an qui sont internées en soins psychiatriques, c'est-à-dire internées sans leur consentement, internées
d'office, interné, on pourrait dire même de force finalement. Toutes ces expressions revêtent la même signification, ce sont des mesures de soins psychiatriques. Et donc, il est important bien, de rappeler le cadre général de tout ça, c'est codifié dans le Code de la santé publique, c'est strictement encadré et vous avez droit à un avocat et à rencontrer un juge. Donc, il est loin quand même le temps où on pouvait vous interner d'office sans votre avis et sans forcément un contrôle du juge, sans avoir la possibilité de faire un recours contre ces décisions. Aujourd'hui, les choses sont quand même bien différentes et c'est fort heureusement. Il y a quand même des mesures récentes qui concernent les mesures de contention et d'isolement. Eh bien, ça sera l'objet de la deuxième partie de cette émission. On va vous expliquer de quoi il s'agit et aujourd'hui quels sont vos droits si un jour un de vos proches se retrouve dans cette situation ou si vous-même vous retrouvez interné. Je rappelle quand même que ce sont des mesures qui peuvent arriver à beaucoup de personnes. D'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'on a un confrère, un avocat, qui un jour a fait interner d'office sa femme pour des raisons plus ou moins crapuleuses. Et effectivement, cette dernière a été hospitalisée pendant un certain nombre de jours. Lorsqu'elle est sortie d'hospitalisation, eh bien, le mari était parti avec les enfants, avait vidé la maison et avait commencé à préparer la convention de divorce qu'il avait déposée sur le bureau. Donc, on peut se demander si dans cette situation, parfois, les mesures d'hospitalisation sous contrainte ne sont pas aussi des mesures permettant d'écarter les personnes dérangeantes pendant un certain temps, de manière à pouvoir réaliser un certain nombre d'actes sans leur présence. Donc, ça a toujours existé, les abus ont toujours existé, c'est pas propre à cette matière, mais on voit qu'ici, ça peut quand même avoir des conséquences drôlement dramatiques. Bien, Eric, on va commencer tranquillement. Ouais. Tu as des questions avant qu'on débute ? Alors, un petit rappel que j'ai oublié de faire, je crois que je vais me prendre les notes pour les prochaines émissions. Donc, on dit les pages donc, principales. Ce qu'il faut savoir, donc, il y a depuis le logiciel de streaming que l'on utilise, les questions et les commentaires que l'on voit, que l'on constate, que je peux lire en direct. J'irai faire un petit tour sur CodeBunker si besoin, mais proviennent donc des commentaires que vous faites sur la page Facebook du collectif Libertad, sur la page Facebook de l'avocat David Guyon et sur les chaînes YouTube de Libertad et de David Guyon. Voilà les seuls commentaires qu'on voit. Donc des 2 pages Facebook et des 2 chaînes YouTube. Donc si vous avez des commentaires, des remarques, des idées de sujets pour les prochaines émissions, c'est sur ces pages-là qu'il faut nous les faire. On les voit là apparaître en direct. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, je pense que tu as vu David aussi dans les commentaires, nous saluent, nous disent bonsoir. Donc bonsoir tout le monde, merci à vous toutes et tous. On les salue. Alors, c'est pas préenregistré, donc vous pouvez nous parler, vous pouvez effectivement commenter. Pierre fera le relais. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous invite vraiment à faire preuve de commentaires. Allez-y, on est vraiment là pour ça. On est là pour vous. On est là pour vous renseigner. Cette émission, elle existe grâce à vous. Et juste avant de te laisser la parole, on est très bavard. Ce sujet, en fait, me parle totalement, puisque dans le temps où j'étais encore pompier opérationnel, étant actuellement suspendu, pour ceux qui l'ignorent, on a été arrivé, en fait. Il nous est arrivé d'intervenir des fois, justement, en tant que pompier, dans le cadre de ce que l'on appelait au préalable justement ce qu'on appelait l'hospitalisation d'office ou l'hospitalisation sur demande de tiers. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont évolué, notamment dans le cadre d'intervention où il fallait hospitaliser un petit peu d'office certaines personnes ou sur demande d'un tiers, notamment quand l'État le justifiait, enfin l'état de santé de la personne le justifiait. Donc, c'est quelque chose qui me parle. Et surtout, pour recadrer un petit peu ces évolutions dont tu vas nous parler, il y a quelques mois, comme on a entendu parler un petit peu dans la presse, il est vrai qu'il y avait eu des interprétations de ces textes-là. Je pense que tout le monde avait entendu parler de l'hospitalisation dans soins psychiatriques et certains s'inquiétaient. Donc, je pense que cette émission vient à point nommé pour rappeler de quoi est-ce qu'on en parle, pourquoi, enfin, qui est-ce que ça concerne, comment et quels sont les recours. Donc, merci à toi en tout cas, David. Et c'est parti sans plus tarder. Merci, Pierrick. Alors, une fois n'est pas coutume, je commence toujours par une citation. Ceux qui lisent mes articles juridiques sur mon site le savent. Je suis friand de ces petites citations. Alors, j'en ai une qui, je trouve, était particulièrement cocasse. Les 2 sciences les plus tristes, la psychiatrie et l'histoire. L'une étudie les faiblesses de l'individu, l'autre les faiblesses de l'humanité. Je trouvais que c'était... Alors, j'ai pas noté l'auteur, je retrouverai. Si quelqu'un l'a, effectivement, on le notera. En tout cas, je trouve qu'effectivement, la psychiatrie, c'est une matière qui est vraiment particulière
et qui donne à voir surtout en fait les souffrances de l'homme, parce que très souvent en fait ce sont plutôt des victimes avant tout que des coupables. Alors on les connaît parfois en étant coupables parce qu'il y a toujours un fait divers, et là un récent fait divers tout d'ailleurs qu'on évoquera peut-être lors d'une prochaine émission, Pierrick, où justement on s'interroge sur l'état psychiatrique bien, de la personne qui pourrait être effectivement coupable des faits horribles dont on a connu pour la petite Lola. Alors, cette question de la psychiatrie, on la connaît beaucoup pour les personnes qui commettent des crimes, mais en réalité, dans 99% des cas, les personnes hospitalisées sous contrainte, internées d'office, sont en réalité plutôt des victimes, c'est-à-dire des personnes qui sont à la merci bien, de celles qui ont la pleine capacité de leur capacité intellectuelle. Donc, c'est plutôt ça, les personnes qui, en général, pour lesquelles on se retrouve à protéger dans le cadre de ces mesures. Alors, avant d'être interné d'office, rappelons-le, il y a quand même des conditions. Le Code de la santé publique prévoit des conditions, parce qu'il ne suffit pas d'avoir effectivement des troubles pour être immédiatement interné. Le Code de la santé publique prévoit notamment, à l'article L3212-1 du Code de la santé publique, je vais essayer de te donner les textes pour que tu puisses les diffuser, Pierrick, pendant que je parle. Ça permettra effectivement à nos spectateurs de les retrouver. Alors, rassurez-vous, vous retrouverez ces textes directement sur l'article juridique qui sera publié dans les jours qui suivent. Il y a trois conditions. Tout d'abord, il faut souffrir de troubles mentaux. Okay, donc, si vous cassez un bras, finissez pas en soins psychiatriques. Okay, des troubles mentaux. Ces troubles mentaux empêchent que vous consentiez aux soins. D'accord ? Donc, vous avez une impossibilité de pouvoir consentir à des soins. Si vous cassez un bras, effectivement, vous allez spontanément aller chez le médecin et vous faire réparer le bras. Bon, si vous souffrez de soins psychiatriques, c'est pas forcément vrai. Deuxièmement, il faut que votre état psychologique, votre état mental nécessite des soins immédiats. C'est-à-dire que là, vous êtes en extrême urgence. Il y a vraiment urgence à prendre soin de vous parce que ça ne va vraiment pas. Et ces soins immédiats nécessitent également une surveillance constante. Donc, vous restez vraiment à l'hôpital sous la surveillance des médecins, ou alors une surveillance régulière. Dans les deux cas, vous remplissez cette deuxième condition. Et il y a une troisième condition qui est prévue par un autre texte, l'article L3213-1, c'est lorsque vous êtes interné sur demande du préfet. Dans ce cas-là, vous souffrez effectivement de troubles mentaux qui rendent impossible votre consentement. Vos troubles mentaux nécessitent des soins immédiats parce que vous êtes vraiment dans un état critique, mais en plus, c'est une condition supplémentaire, il faut que votre sécurité soit en jeu ou alors que vous compromettiez la sécurité publique. Donc soit vous êtes dangereux pour vous, soit vous êtes dangereux pour les autres. Voilà. Donc ce sont les trois conditions pour se retrouver en soins psychiatriques. Si une de ces conditions manque, vous ne pouvez pas légalement être interné d'office. Alors ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Bien sûr qu'il existe des abus, mais le Code de la santé publique prévoit toute une série de garanties. Vous allez rencontrer au moins 2 médecins avant d'être interné, puis vous allez rencontrer un médecin au bout de 24 heures, puis un médecin au bout de 72 heures. À chaque fois, ce sont des médecins différents. Donc, on voit que toutes les garanties sont mises en œuvre par le législateur afin de vous permettre de ne pas subir ce qu'on appelle un abus. Quoi qu'il en soit, 88 000 personnes par an sont internées d'office, donc il est impératif, bien entendu, de connaître un petit peu cette matière parce que ça peut arriver à n'importe qui. C'est déjà arrivé à un magistrat qui était magistrat d'ailleurs à la Cour d'appel de Versailles, un magistrat qui aujourd'hui permet à la Cour d'appel de Versailles de rayonner sur le plan des soins psychiatriques parce que c'est une personne qui a connu le système de l'intérieur et qui s'est retrouvé interné en voyant de l'intérieur tous les abus qu'il pouvait y avoir. Donc, on a aujourd'hui une Cour d'appel de Versailles qui est extrêmement perspicace et efficace dans sa jurisprudence, c'est-à-dire dans les décisions qu'elle est amenée à rendre. Et c'est d'ailleurs très souvent la Cour d'appel de Versailles qui fait avancer le contentieux de l'hospitalisation sans consentement. Je referme cette parenthèse. Alors, on va revenir un petit peu sur les caractéristiques des soins sans consentement. Alors, vous le savez, il y a une série d'émissions qui va arriver sur les soins sans consentement. J'ai commencé à préparer un certain nombre d'articles et il faut que je tourne ces vidéos. Quoi qu'il en soit, il y a 2 caractéristiques sur ces soins sans consentement. La première caractéristique, c'est que c'est un contentieux qui est objectif. Je vais revenir dessus. Mais également, c'est un contentieux dans lequel l'avocat est obligatoire et où l'avocat doit avoir une assistance active. Je vais revenir sur chacun de ces points. Donc, un contentieux objectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, très concrètement, on se fout de savoir ce que vous avez fait auparavant pour arriver en hospitalisation sous contrainte. Vous n'êtes pas coupable d'un quelconque fait, vous êtes une victime. Et c'est en qualité de victime que le juge va se positionner. Il doit s'assurer de la parfaite régularité de la mesure. Il n'est pas là pour savoir si la mesure, effectivement,
résulte de votre comportement, si vous aviez raison ou non d'avoir commis tel ou tel fait, ou si l'administration a commis des abus en vous interpellant. Tout à l'heure, Pierrick, tu évoquais le fait en ta qualité de pompier, tu étais amené parfois à intervenir pour permettre une hospitalisation sur demande d'un tiers. C'est effectivement le cas. Très souvent, en fait, on a une personne qui va être un petit peu dangereuse, soit pour elle-même, soit pour les autres, et on va avoir un proche qui va demander l'internement. Souvent, en fait, soit la personne est amenée aux urgences, et aux urgences, on se rend compte qu'il y a un vrai problème, soit, effectivement, on appelle la police ou les pompiers, et là, à ce moment-là, lorsque la personne est interpellée, on voit qu'il y a un vrai problème psychiatrique, et on l'emmène direction l'hôpital. Donc, contentieux objectif, on n'est pas là pour savoir si vous avez bien fait ou non de vous présenter à l'hôpital. Est-ce que la dispute que vous avez engagée était justifiée ou pas? Si vous avez frappé des gens, si c'était bien ou pas. Là, c'est une autre procédure, mais le juge de la liberté de la détention, qui est le juge qui est amené à regarder si la mesure est régulière, lui, il s'en fiche de savoir si les faits qui vous ont conduit en hospitalisation sont fondés. Donc, ça a plusieurs conséquences. La première, ça ne sert à rien de parler de ce que vous avez fait avant pour en arriver en hospitalisation sans consentement. D'accord? Ça, c'est un premier truc. C'est d'ailleurs une des choses que je rappelle constamment à mes clients, c'est-à-dire que ce n'est pas utile de nous expliquer comment vous êtes arrivé là et si vous vous excusez d'avoir frappé votre père, votre mère, parce que vous avez eu un délire. D'accord? Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que s'il y a eu des abus de la part de l'administration, ce n'est pas ici qu'on va discuter de ces abus. C'est-à-dire que si vous avez été interpellé un peu violemment et qu'il y a eu des blessures, c'est une autre procédure. Le juge de la liberté de la détention n'est pas là pour s'assurer si effectivement il y a eu des abus de la part de l'administration. Ça, c'est important aussi de le savoir. Vous n'obtiendrez pas justice lors de cette audience. Et troisième conséquence de ce contentieux, c'est que le juge n'est pas là non plus pour savoir si les médecins ont raison de vous hospitaliser ou non. C'est beaucoup plus subtil que ça. Je vais essayer d'expliquer en tout cas ce qu'il en est. Alors, tout d'abord, le juge, qui est le juge de la liberté de la détention, va tenir une audience. Cette audience va se dérouler à l'hôpital. Donc moi, en tant qu'avocat, vous avez vu une de mes émissions sur ma chaîne YouTube, je vous ai montré lorsque j'arrivais à l'hôpital et lorsque je mettais la robe et que j'allais plaider dans une salle dédiée par l'hôpital pour permettre de tenir cette audience. Il faut savoir une chose, et ça c'est très intéressant, c'est que le pass vaccinal n'était pas imposé à l'hôpital pour les audiences en matière de soins sans consentement. C'est-à-dire que, très paradoxalement, en tant qu'avocat, je pouvais rentrer sans présentation d'un pass en ce qui concernait les audiences de soins sans consentement. C'est important parce que certains de mes confrères se sont vus opposer un pass vaccinal pour accéder à ces audiences. Or, lorsqu'on accède à l'audience devant le juge de la liberté de la détention en matière de soins sans consentement, même si le magistrat et l'audience se tiennent dans les locaux de l'établissement de santé, il s'agit d'une émanation du service public de la justice. Vous n'êtes plus dans le service public de la santé, vous êtes dans le service public de la justice et le pass vaccinal ne concernait pas le service public de la justice. Donc ça, c'est une petite précision que j'apporte. Deuxième chose, le juge va devoir être saisi dans un certain nombre de délais. Il doit être saisi au 8e jour de votre hospitalisation au plus tard et il doit juger votre affaire avant votre 12e jour. Donc au 12e jour, si vous n'avez pas rencontré un juge, vous sortez immédiatement. C'est ça que prévoit le législateur. Et le magistrat va pouvoir soit se saisir d'office lorsqu'il n'a pas été saisi directement par le directeur de l'établissement de santé. Donc c'est quand même des garanties pour essayer d'éviter les abus. Également, lorsque le magistrat... Oui. On est bien d'accord, du coup, pas de traduction, on est bien d'accord que ça doit se faire systématiquement. Ce n'est pas à la demande de la famille ou de la personne. Il y aura donc audience. OK. C'est automatique. Au 8e jour, il faut que automatiquement vous ayez saisi le juge de la liberté de la détention. Si ce n'est pas fait, c'est une irrégularité, vous sortez. Il faut qu'au 12e jour, au plus tard, vous ayez rencontré un juge et qu'une décision ait été rendue. Si ce n'est pas fait, vous sortez, etc., etc. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Mais ça, c'est les garanties légales. Il n'y a rien qui vous interdit de saisir avant le juge de la liberté de la détention et de rencontrer un avocat. Ce qui est très méconnu de la plupart des gens qui sont internés, puisque, en réalité, jamais, depuis 4 ans que je fais donc, de l'hospitalisation sans consentement, jamais je n'ai été saisi avant une audience. C'est-à-dire que systématiquement, dans 99% des cas, les gens attendent les délais légaux. Jamais ils ne saisissent un avocat avant. Pourtant, en fait, les textes prévoient que dès que vous êtes hospitalisé et que votre état de santé le permet, vous devez être informé de vos droits. Et parmi l'information de vos droits, vous avez le droit de consulter un avocat et de saisir le juge de la liberté de la détention. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 12e jour. Ça, encore une fois, la plupart des gens ne le savent pas. Donc ça, c'était pour le contentieux objectif. On est là pour contrôler la régularité de la mesure.
On est là pour vérifier que l'auteur de la saisine de la requête avait la compétence pour saisir le juge de la liberté de la détention. J'ai fait sortir une personne pour ça la dernière fois. On est là pour vérifier que vous avez eu une information de vos droits et de vos possibilités de recours. Si cette information n'est pas parvenue ou si cette information est parvenue tardivement, vous subissez un grief et vous sortez. On est là également pour s'assurer que votre curateur, votre tuteur ou le tiers qui est à l'origine de la demande a été informé de votre hospitalisation, mais également des différentes mesures de modification qui auraient été prises entre-temps. Si ce n'est pas fait, vous sortez. Et on est là également, notamment, si les conditions fixées par les textes ne ressortent pas dans la lecture des certificats médicaux. Si ces conditions ne sont pas caractérisées par les médecins, eh bien, en ce cas, vous sortez. Donc, c'est important de noter qu'en fait, il ne suffit pas pour les médecins qu'ils fassent du copier-coller. Il faut vraiment qu'ils fassent une analyse très personnalisée de votre situation. Donc, un copier-coller d'un certificat médical, eh bien, c'est vous sortez directement de l'hôpital. Donc, vous voyez qu'il y a une multitude de raisons pour lesquelles vous pourriez sortir, qui n'ont rien à voir avec votre état de santé. Ça, c'est important. On va en parler après, pourquoi. Vous verrez quelle est la petite subtilité procédurale. Quoi qu'il en soit, on regarde la régularité. Et on va regarder le bien fondé, mais simplement, lorsque le juge regarde le bien fondé, c'est-à-dire qu'est-ce qui a justifié la mesure, il va simplement s'assurer que le médecin l'a mis en mesure de pouvoir vérifier que les conditions fixées par le texte sont bien remplies. C'est à ce seul moment que le magistrat et l'avocat peuvent regarder le bien fondé de la mesure. Parce que nous ne sommes pas médecins, ni le magistrat, ni l'avocat, et par conséquent, il ne nous revient pas à aucun moment de porter une quelconque appréciation médicale. Ce n'est pas à nous de dire ce client, effectivement, doit rester à l'hôpital. Ce n'est pas à nous de dire il a l'air bien, il a l'air sympa, c'est vrai qu'il pourrait sortir de l'hôpital. Non. Nous ne sommes pas médecins et il faut que nous restions à notre place. On est là uniquement pour vérifier la régularité de la mesure. Et ça, c'est très important de le rappeler à chaque audience, systématiquement. C'est le contentieux objectif. L'assistance de l'avocat. Parlons de l'assistance de l'avocat. C'est une assistance qui doit être active. L'avocat est obligatoire depuis 2013 et il est entré dans les hôpitaux depuis 2011. Donc on voit que c'est quelque chose quand même d'assez récent, sachant que les soins sans consentement existent surtout depuis à peu près 1830. On a un premier décret-loi qui avait été pris à cette époque et qui avait instauré les débuts, les prémices de la matière des soins psychiatriques. Donc on voit que de 1830 jusqu'à 2011, il n'y a pas d'avocat. À aucun moment, vous rencontrez un avocat. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote. Pour ceux qui ont vu Terminator et qui connaissent un peu Sarah Connor, vous voyez qu'à un moment donné, Sarah Connor, dans l'épisode 2, est prise d'une certaine folie parce qu'elle parle du Terminator, que personne ne la croit et qu'elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Elle est hospitalisée pendant plus de 6 mois. Et à ce moment-là, elle rencontre sur le coin d'une table plusieurs médecins qui discutent avec elle pour savoir si elle peut sortir. Elle est prise d'un excès de rage parce qu'à ce moment-là, elle voit bien que personne ne la croit et donc il est décidé qu'elle reste de nouveau à l'hôpital. Ça ressemble assez près quand même à ce qui existait en France, c'est-à-dire vous ne rencontrez pas un magistrat, aucun contrôle sur le bien fondé de la mesure ou la régularité de la mesure, et surtout, en fait, ce sont les médecins qui décident si vous restez ou non dans leur établissement. Ce qui, bien entendu, est une source d'abus. Et ce sont les abus qui ont conduit d'ailleurs à ce que la matière de soins sans consentement évolue. La présence de l'avocat, c'est une condition indispensable pour que la garantie des droits qui est fixée par le législateur soit effective et concrète. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une protection effective et concrète de vos libertés fondamentales s'il n'y a pas d'avocat. Le magistrat, lui, ne peut pas se saisir d'office. Et la plupart du temps, dans la pratique, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il va chercher à régulariser le plus souvent les mesures d'hospitalisation sans consentement parce qu'il va tenter de faire en sorte que les médecins ne soient pas trop gênés dans l'application des règles prévues en matière de code de la santé publique. C'est-à-dire que le magistrat, qui devrait être indépendant et impartial et qui devrait systématiquement, finalement, prononcer des mains levées, va prendre en compte un élément qui nous paraît un peu fou lorsqu'on regarde vraiment l'indépendance et l'impartialité d'une mesure, enfin du juge et du tribunal, qui est qu'il va regarder l'intérêt et l'effectivité de sa mesure. C'est-à-dire qu'il va se demander si elle est utile, sa mesure. Si elle n'est pas utile, il ne la prononcera pas. Et donc, il va rejeter parfois des moyens d'irrégularité qui sont constitués parce qu'il va considérer qu'il y a un intérêt à ce que le patient reste à l'hôpital. Or, je l'ai dit tout à l'heure, il ne revient pas à un magistrat de savoir ou de se demander si médicalement la mesure est justifiée. Ce n'est pas son rôle. Il doit vérifier que les conditions fixées par les textes sont remplies, ce qui est assez différent. Donc le magistrat, il ne faut pas compter sur lui pour soulever des irrégularités de manière d'office. Le magistrat n'est saisi que des moyens que l'avocat soulève.
Donc, si l'avocat ne soulève pas de moyens, tant pis. Une mesure irrégulière peut donc justifier une hospitalisation sans consentement, ce qui est grave, rappelons-le, parce que le principe, c'est quand même la liberté. Le principe, c'est que vous devez librement consentir aux soins. On ne va pas vous imposer des soins sans votre consentement. C'est ça le principe. Donc, l'avocat, il est là pour s'assurer que la mesure est régulière et c'est indispensable parce qu'il ne revient pas au magistrat soit de soulever des mesures d'office, soit, rappelons-le encore une fois, eh bien, de constater de manière objective et impartiale les irrégularités, parce que dans la pratique, on va s'apercevoir que les magistrats vont chercher quand même à ne pas trop gêner non plus l'action du centre hospitalier. Et finalement, la vérité, elle est un petit peu entre les deux. Bien sûr qu'il faut qu'un magistrat soit indépendant et impartial, mais bien sûr qu'il doit se demander si à chaque fois sa mesure est utile. Parce que s'il fait sortir une personne qui est atteinte de troubles psychiatriques et qu'il arrive un drame, il aura ce drame sur sa conscience. C'est ça la réalité. Donc, voilà, la réalité, c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est toujours une certaine nuance. Et ici, je viens de présenter en fait les deux phases d'une même pièce, c'est-à-dire eh bien, la théorie qui est l'indépendance et l'impartialité d'un tribunal, et la pratique qui est qu'on ne veut pas se tenir responsable de près ou de loin à ce qu'un drame puisse survenir. Donc l'avocat, lui, doit effectivement être ce rempart, cette défense des libertés fondamentales. Et donc, il y a deux questions qu'on me pose très régulièrement. La première question, c'est doit-on plaider une irrégularité pour une personne qui souhaite rester au centre hospitalier, notamment qui souhaite rester en soins sans consentement? Il arrive que lorsqu'on rencontre une personne hospitalisée sans son consentement, au cours de l'audience ou au cours de l'entretien que nous avons avec elle quelques minutes avant l'audience, cette personne indique qu'elle souhaite rester à l'hôpital. Alors, elle souhaite rester à l'hôpital pour une multitude de raisons, plusieurs anecdotes. Moi, j'ai eu un jour une personne qui était en situation irrégulière sur le territoire français, qui était détenue dans un centre de rétention et qui, pris d'une crise de folie, s'était retrouvée hospitalisée dans un hôpital. Entre le centre de rétention et l'hôpital, il préférait rester à l'hôpital. Voilà, donc ça, c'était une des raisons. J'ai eu une deuxième personne, elle était SDF. C'est pour ça que je vous disais que ce sont souvent des personnes, ce sont plutôt des victimes, avant d'être des coupables, parce qu'on ne parle que des coupables atteints de troubles psychiatriques, mais 99% des cas, ce sont des victimes. J'avais donc une personne qui était SDF, sans domicile fixe, qui était dans l'attente d'avoir un logement. Alors, elle était également sous curatelle, parce que cette personne était incapable bien de prendre sa vie en main. Elle n'avait pas suffisamment de capacité intellectuelle pour pouvoir vraiment se prendre en main. Les troubles étaient trop importants. Et donc, eh bien, sa présence à l'hôpital, c'était un moindre mal. Elle préférait être à l'hôpital plutôt que de retourner dans la rue, dans l'attente d'avoir un logement. Et donc, on a le sentiment, finalement, que l'hôpital devient aussi un peu eh bien, une sorte de maison sociale, une sorte de CCAS, comme on dit. Donc, c'est là où, effectivement, il y a un problème. Alors, quelle est ma position, personnellement? Ma position, c'est de soulever qu'une des conditions fixées par le Code de la santé publique n'est plus présente. C'est-à-dire que rappelons qu'une des conditions, c'est que la personne ne consent pas et qu'elle n'est pas en mesure de consentir. Donc, si elle consent, il y a une des conditions fixées par les textes qui n'existe plus. Et pourquoi je le soulève, ce moyen-là? Parce qu'il ne revient pas à un hôpital psychiatrique de retenir des personnes en soins psychiatriques sans consentement lorsque la motivation première de ces personnes n'est pas celle qui a justifié leur internement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne, effectivement, doit retourner dans un centre de rétention ou qu'une personne attend un logement, ce n'est pas à l'hôpital de pallier ces manques-là. Ce n'est pas à l'hôpital de pallier le manque, effectivement, de l'humanité qu'on peut retrouver dans des centres de rétention. Il ne revient pas non plus à un hôpital de pallier les manques du CCAS. Alors, c'est regrettable, mais ce n'est pas le rôle de l'hôpital psychiatrique, parce que les places dans un hôpital psychiatrique sont limitées et que ces places doivent être dédiées aux personnes qui en ont véritablement besoin. Donc, c'est un problème qui est davantage structurel. Et donc, en tant qu'avocat, moi, je n'ai aucun scrupule à soulever l'irrégularité de la mesure, parce que si la personne souhaite rester, dans ce cas-là, si l'hôpital veut la garder, elle la garde dans un régime d'hospitalisation libre, c'est-à-dire que la personne peut librement vaquer à ses occupations et elle est effectivement toujours présente à l'hôpital. Mais elle ne doit pas rester dans le secteur fermé, l'hospitalisation sans consentement. Deuxième question qu'on pose souvent, doit-on plaider une irrégularité lorsque la personne doit rester en hospitalisation? Quand je dis doit, c'est-à-dire que manifestement, la personne n'est pas en possession de toutes ses capacités contributives et voire n'est pas en capacité, on va dire, soit de ne pas être dangereux pour elle-même, soit dangereuse pour les autres si jamais elle sort de l'hôpital. Donc, tu vois, il y a un petit peu la responsabilité qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si en tant qu'avocat, je soulève une irrégularité, que cette personne sort, qu'elle se suicide ou qu'elle va commettre un meurtre. Bon, moi j'ai réglé ce problème. Ma position est la suivante.
le Code de la santé publique permet à un magistrat de prononcer la main levée de la mesure, c'est-à-dire la mesure d'hospitalisation sous contrainte prend fin, la personne peut sortir, mais de différer la main levée d'une durée de 24 heures. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire la mesure est irrégulière. Nous sommes dans un contentieux objectif et dès lors qu'il y a une illégalité qui est portée à un seul, c'est comme si cette illégalité était portée à tous. Parce qu'il suffit qu'il y ait une seule fois un abus pour que toutes les garanties qui ont été fixées par le législateur perdent de leur intérêt. Donc, l'objectif d'un magistrat et d'un avocat, ce n'est pas de régulariser les irrégularités d'un hôpital, mais bien de les soulever pour que la pratique de l'administration puisse évoluer. Donc, on prononce la main levée, on laisse 24 heures à l'hôpital reprend une mesure et cette fois-ci, il respecte les conditions de forme et de fond fixées par la loi. C'est ça le juste milieu. Et donc, systématiquement, lorsque je constate quand même que manifestement la personne est dangereuse pour elle, qu'elle puisse sortir, voire qu'elle sorte, voire qu'elle soit dangereuse pour elle-même ou pour les autres, je rappelle au juge de la liberté de la détention qu'il a cette possibilité de différer de 24 heures. Et que par conséquent, qu'il se rassure aussi lui-même. Il ne va pas finalement faire sortir une personne directement de l'hôpital et il va respecter son rôle, qui est, rappelons-le, d'assurer le respect de la loi, des libertés fondamentales des patients. C'est ça le plus important. L'administration, si elle a commis une irrégularité, tant pis pour elle, ça cause la main levée, elle change sa pratique administrative et elle respecte les droits fondamentaux des personnes hospitalisées. C'est à cette seule condition qu'on peut réussir à respecter le Code de la santé publique et les garanties, et à rendre les garanties qui sont assurées aux personnes hospitalisées concrètes et effectives. Sans ça, tout ça reste illusoire. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence à attaquer le dur du sujet, Pierre? Non, alors là, pour l'instant, il y a quelques commentaires. Je vais faire, excusez-moi, je me permets du terme, je vais faire un petit peu le ménage. Il y en a, on a 2-3 membres là qui s'amusent à commenter, voilà, pour le fun. Oh, laissons-les. Grâce à eux, ça nous fait remonter dans l'algorithme. Donc ouais. S'ils veulent s'exprimer, c'est pas moi qui vais les censurer et qui s'expriment. Tu sais, il est très facile. Il y a 3 types de personnes dans la vie. Il y a celles qui critiquent ce que tu fais. Il y a celles qui te disent ce que tu devrais faire. Et il y a celles qui font. Voilà. Maintenant, vous choisissez votre catégorie. Donc, nous, on fait. Et donc, même si on le fait mal, même si on le fait bien, tant pis, que ça plaise ou ça déplaise, dans tous les cas, on fait quelque chose. Non, donc, mais c'est surtout que certains, c'est ce qu'on appelle du trollage. C'est-à-dire que c'est pas de la critique, c'est pas quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle des trolls, histoire de mettre des commentaires et de blinder les commentaires, notamment là sur YouTube et voilà. Alors moi, je te dis, ça ne me dérange pas, je ne lis que les commentaires qui m'intéressent, donc voilà, qui ne se fatiguent pas. Au contraire, ça nous aide à remonter dans l'algorithme, donc merci les gars, continuez. Donc, moi, ça me va très très bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires, on se fera un plaisir de les ignorer. Alors, on va attaquer, donc maintenant qu'on a rappelé un petit peu le contexte général des soins sans consentement, donc si vous avez des personnes qui ont été hospitalisées ou si vous êtes un proche d'une personne qui a été hospitalisée, sachez que vous avez toutes ces garanties-là. Sachez également qu'en tant que personne tierce, c'est-à-dire que vous êtes un proche d'une personne hospitalisée, vous avez le droit de saisir un juge, vous avez le droit de demander une audience. C'est votre droit pour la personne qui a été hospitalisée. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre à chaque fois les délais légaux pour obtenir une audience. Sachez aussi une chose, c'est que lorsque vous avez rencontré le juge au bout du 12e jour, la prochaine saisine automatique qui est prévue par la loi, c'est 6 mois après. Donc, il peut s'en passer des choses en 6 mois. Alors, bien sûr, il y aura un renouvellement qui va quasiment se faire de manière mensuelle et si les praticiens hospitaliers s'aperçoivent qu'il y a une amélioration de l'état de santé, bien sûr qu'ils ne vont pas, en principe, garder la personne en hôpital, en hospitalisation. Mais il peut y avoir des abus. Ça peut arriver. C'est une minorité, fort heureusement, et la très, très grande majorité des personnels hospitaliers font très bien leur travail. C'est important de le préciser. Je sais qu'un grand nombre nous regarde aujourd'hui. Je les côtoie à chaque fois que je viens en soins sans consentement. Je les salue lors de cette émission. Je sais qu'ils font un travail extraordinaire. C'est extrêmement agréable de travailler avec eux. Donc voilà, s'ils sont présents, je leur avais dit qu'on allait faire une émission sur le sujet. Donc je les salue. L'équipe de la Colombière à Montpellier, voilà, respect. Alors, on va arriver sur ces mesures d'isolement et de contention. Pourquoi on a voulu faire cette émission ? En fait, c'est assez simple, c'est que j'ai plaidé mes premières mesures d'isolement et de contention dimanche, il y a à peu près 2 semaines.
dimanche, donc il y a 2 semaines de cela, j'ai plaidé mes premières mesures d'isolement et contention. Donc quand je vous dis que c'est arrivé un dimanche, ça veut dire que en fait, il faut respecter des délais. Ces délais sont extrêmement courts, c'est-à-dire que vous devez être saisi et vous devez plaider votre mesure de contention dans les 48 heures si la mesure ça a été renouvelé, et dans les 72 heures s'il s'agit d'une mesure d'isolement. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. Je n'ai pas les textes sous les yeux, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc 48 heures, 72 heures. Donc ce sont des délais extrêmement courts. Et si ça tombe un dimanche, il y a une audience le dimanche. Voilà, c'est tout. Vous rencontrez le juge. Et là, effectivement, vous plaidez les moyens d'irrégularité de manière à ce que ces mesures ne soient pas renouvelées de manière abusive. Parce qu'il s'agit toujours de ça. C'est est-ce que les mesures sont abusives? Est-ce qu'elles sont disproportionnées? Alors, on va parler aujourd'hui des mesures d'isolement et des mesures de contention. Je veux rappeler quand même de quoi il s'agit. Donc, je vais donner une définition. Ça fait un petit peu scolaire, mais ça me paraît important parce que sinon, on ne parlera pas forcément de la même chose. La mesure d'isolement, c'est un placement du patient à visée de protection lors d'une phase critique de sa prise en charge thérapeutique, dans un espace dont il ne peut sortir librement et qui est séparé des autres patients. Concrètement, on le place dans une chambre isolée des autres, et dans cette chambre, on fait en sorte qu'il n'y ait rien qui puisse lui permettre de se blesser. C'est ça, l'isolement. Donc, on sait que l'isolement peut induire une réduction, un atrophisme en tout cas du cerveau, parce qu'il y aura un manque d'interaction qui va se faire, et c'est à ce moment-là que les patients peuvent rentrer dans des phases dépressives, voire suicidaires. Donc, l'isolement avec parcimonie. La contention. Alors la contention, c'est quand même un peu plus brutal, on va dire. Ça recouvre tous les moyens mis en œuvre pour limiter les capacités de mobilisation de tout ou une partie du corps ou pour limiter la libre circulation des personnes. En d'autres termes, c'est la camisole de force. Hein. C'est la camisole, on vous tient comme ça. Donc là, pareil, vous pouvez donc être en contention, mais en plus isolé. Donc vous êtes seul dans votre chambre et vous êtes en contention. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont claustrophobe, mais si c'est le cas, je peux vous assurer que vous ne passez pas un très bon moment. Et ce, que vous souffriez de troubles psychiatriques ou non. Donc ces deux mesures, à chaque fois, elles ne doivent pas être plus longues. Donc la contention, c'est par série de 6 heures, l'isolement, c'est par série de 12 heures. Elles peuvent être renouvelées, et c'est lors de leur renouvellement qu'effectivement, le juge de la liberté de la détention doit être informé. Alors, on va évoquer un petit peu comment ces mesures ont été judiciarisées, c'est-à-dire qu'auparavant, le juge n'intervenait à aucun moment, et puis il est arrivé un moment où les évolutions législatives ont permis de faire rentrer l'avocat et le magistrat. Alors, dans un premier temps, on va donc parler de ces pratiques de dernier recours. C'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des pratiques de dernier recours. C'est-à-dire qu'on n'applique pas l'isolement et la contention sur un coup de tête. D'accord ? On applique ces mesures parce qu'on estime qu'on n'a pas d'autre solution pour que la personne puisse soit ne pas se blesser elle-même, soit ne pas blesser les autres. C'est uniquement pour ces raisons que l'isolement ou la contention peuvent être utilisés. Si c'est parce que la personne vous parle et qu'elle vous gonfle, ce n'est pas une mesure qui est justifiée. Il faut qu'à chaque fois, un médecin psychiatre, pas un médecin généraliste, un médecin psychiatre, décide et justifie de l'instauration de cette mesure. Donc on essaie vraiment, on le voit, de mettre en œuvre toute une série de garanties, comme pour les soins sans consentement. Alors, comment est arrivée cette judiciarisation? Tout d'abord, c'est une loi du 26 janvier 2016 qui a prévu la judiciarisation des mesures d'isolement et de contention. 2016, rappelez-vous, 1830, on instaure les premières règles concernant les soins psychiatriques. 2016, l'isolement et la contention. Donc c'est quand même une matière vraiment très récente. La problématique de cette loi du 26 janvier 2016, c'est qu'elle était assez imprécise. On a donc une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Alors, vous savez que ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez qu'on a parlé de la question prioritaire de constitutionnalité dans une précédente émission. Je vous invite à aller voir cette émission parce qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes qui concernent notamment l'obligation vaccinale. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est, c'est vrai, c'est un vrai outil. La QPC est un vrai outil. Donc, cette QPC est considérée que la loi du 26 janvier 2016 était assez imprécise. Notamment, on lui reprochait quoi? On lui reprochait de ne pas avoir fixé les conditions dans lesquelles, au-delà d'une certaine durée, on devait saisir un juge. Donc elle disait que le texte prévoyait, en fait, de manière assez approximative, que passé un certain délai raisonnable, il fallait saisir un juge. Alors, c'est quoi le délai raisonnable? Quel est le délai pour l'hôpital de la Colombière à Montpellier ou l'hôpital de la Salpêtrière à Paris? Est-ce que c'est le même délai? Donc, selon l'endroit où vous vous trouvez en France, selon les praticiens, vous n'avez pas le même délai.
Et finalement, on a très bien compris, et on le sait, c'est la pratique qui le fait ressortir, c'est que, d'une manière générale, l'hôpital n'aime pas trop qu'on vienne regarder son travail. C'est normal, parce que ça demande des formalités administratives en plus, c'est du travail, une charge de travail supplémentaire. Je pense qu'ils ont déjà suffisamment de choses à gérer, et donc forcément, s'ils peuvent se passer d'une mesure de contrôle supplémentaire, des mesures d'isolement et de contention, ils vont le faire, tout naturellement. Donc, le 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel nous dit que cette loi est inconstitutionnelle parce qu'elle est trop imprécise, elle porte atteinte à la liberté, puisque, rappelons-le, nous sommes quand même dans un régime libéral. Je sais que ça paraît assez fou, mais non, nous sommes dans un régime libéral. Et par conséquent, il faut que, lorsque vous faites l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention, vous puissiez rapidement, très très rapidement, rencontrer le juge judiciaire qui est le gardien de la liberté individuelle. Donc, le gouvernement avait jusqu'à décembre 2020 pour prendre un nouveau texte. Ce qu'il va faire dans sa loi de finances de la sécurité sociale, prévue pour l'année 2021, donc c'est une loi de décembre 2020, pardon. Et donc, dans cette loi, il va modifier une nouvelle fois le contrôle des mesures d'isolement et de contention. Et une nouvelle fois, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, pourquoi ? Parce que le 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel va considérer que le texte est encore une nouvelle fois beaucoup trop flou. Alors, on va reprendre un petit peu ce texte. Là, ici, la problématique, c'est la question des renouvellements. Il nous dit quoi ? Il nous dit ce texte sera... donc, le médecin peut décider de renouveler les mesures d'isolement et de contention. Ce que je disais, c'est par série de 6 heures et 12 heures. 6 heures pour la contention, 12 heures pour l'isolement. Bon, il est possible que, passé ce délai, ce ne soit pas suffisant et qu'on renouvelle la mesure. Donc, c'était justement ce que prévoyait cette loi. Le médecin peut donc décider de renouveler les mesures d'isolement et de contention au-delà des durées maximales prévues par le législateur, sans limitation du nombre de ces renouvellements. Donc 6 heures, plus 6 heures, plus 6 heures, plus 6 heures. Donc là, il nous dit, bon, en fait, ça peut faire des jours, voire des semaines. Dans ce cas, les dispositions contestées prévoient d'une part que le médecin est tenu d'informer sans délai le juge de la liberté et de la détention, donc il faut quand même informer le magistrat, qui peut donc se saisir d'office. Elle prévoit d'autre part qu'il en informe la personne qui fait l'objet de la mesure d'isolement ou de contention, ainsi que les autres personnes mentionnées au Code de la santé publique. Cependant, aucune disposition législative, donc là c'est vraiment là où le Conseil constitutionnel estime qu'il y a un vrai problème, aucune disposition législative ne soumet le maintien à l'isolement ou sous contention au-delà d'une certaine durée à l'intervention systématique du juge judiciaire. Il nous dit quoi ? Il dit qu'en fait, les garanties fixées par le législateur peuvent devenir très rapidement illusoires. Parce que le législateur ne prévoit pas les conditions dans lesquelles le juge judiciaire est saisi systématiquement passé une certaine durée. Et donc, ce que craint finalement le Conseil constitutionnel dans sa décision, c'est que par un nombre de renouvellements successifs, en fait, on ne puisse jamais, de manière concrète, saisir le juge judiciaire. Donc, invalidité de la loi donc, du 16 décembre 2020, si je ne dis pas n'importe quoi. Et donc ça, c'était le 4 juin 2021. Donc tu sais que le 5 juin 2021, il y avait une nouvelle loi qui est passée, je ne sais pas si tu te rappelles, Pierrick. Donc c'est pour ça qu'on a entendu parler de la QPC sur les mesures d'isolement et de contention à peu près au même moment que l'instauration du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. 4 juin 2021, on est dans la même période. Alors, le texte a donc de nouveau évolué et l'évolution s'est faite dans la loi du 22 janvier 2022. Est-ce que tu te rappelles de quoi parlait cette loi du 22 janvier 2022, Pierrick ? Pas du tout. Bon. L'instauration du pass vaccinal et l'extension, bien entendu, et le maintien en tout cas de l'obligation vaccinale. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a retrouvé une évolution des mesures d'isolement et de contention. Alors, on l'a compris, on vient de refaire l'historique, en fait, c'est parce que ces mesures d'isolement et de contention, ça fait plusieurs fois que le Conseil constitutionnel estime que les garanties qui permettent d'assurer un contrôle effectif par un juge ne sont pas suffisantes. Donc, il est retoqué en 2020, il est retoqué en 2021. Et à chaque fois, on laisse un délai au gouvernement pour pouvoir modifier ce texte. Le délai, c'est à peu près 6 mois en général. Donc, 22 janvier 2022, ça concorde à peu près avec le délai qui a été fixé par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le gouvernement devait modifier ces mesures. Et donc, c'est dommage, parce qu'il l'a fait en même temps que l'instauration du pass vaccinal, et donc forcément, il y a eu un mélange des genres qui a pu faire penser à un certain nombre de personnes que les personnes qui ne seraient pas vaccinées pourraient être internées sans leur consentement avec des mesures d'isolement et de contention. Non, ce sont deux choses différentes.
On peut presque appeler ça un cavalier législatif, c'est-à-dire c'est une mesure qui est hors sujet. C'est-à-dire que vous profitez de l'adoption d'une loi pour faire passer une mesure qui n'a rien à voir avec. On appelle ça un cavalier législatif. Bon, bah là, c'est un exemple de cavalier législatif. Les mesures d'isolement et de contention n'avaient rien à voir avec le pass vaccinal et l'obligation vaccinale. Elle a été instaurée parce qu'à ce moment-là, on est en train de voter une loi et donc c'était pratique de la faire passer à ce moment-là. Mais en fait, ça n'avait rien à voir. Donc, ne vous faites pas traiter de complotiste, mais effectivement, de penser que les personnes non vaccinées pourraient être isolées et contentionnées, bah, c'était effectivement quelque chose de complotiste. Voilà. Donc là, on vient de voir qu'on a tout mélangé. Donc non, ça n'a rien à voir. C'était pas très habile de la part du gouvernement, effectivement, de faire passer la modification de la loi sur l'isolement et la contention au même moment que l'instauration du pass vaccinal, mais il n'en demeure pas moins que c'était deux mesures qui n'avaient strictement rien à voir. Donc ça, soyons très clairs là-dessus. Tu fais bien de le rappeler parce que maintenant que tu l'en dis, voilà, c'est quand on lisait les projets de loi, c'était et c'est d'où l'intérêt de décrypter là ce soir. C'est vrai que on ne comprenait pas spécialement le rapport. Et donc, ça n'avait aucun rapport, c'est pour ça. Voilà. Et c'est vrai que même moi, en lisant, mais qui n'est pas une lecture juridique comme toi, en lisant, je me disais, mais c'est dans le même texte, mais je vois pas le lien, ça fait pas référence au même décret, aux mêmes lois. Voilà, c'était très délicat. Et après, avec toutes les interprétations qui ont suivi, comme tu viens de l'évoquer. Tout à fait. Mais au moins, si on a rétabli un petit peu eh bien, la vérité, eh bien, ce sera l'objectif en tout cas de cette émission. Et c'est pour ça qu'on appelle ça eh bien, l'émission La justice citoyenne. On essaie de replacer le citoyen au centre de la justice et notamment de la compréhension des systèmes juridiques. Alors, on va venir sur ces mesures d'isolement et de contention de manière un peu plus précise. C'est l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Ce texte, c'est l'alpha et l'oméga des mesures d'isolement et de contention. Vous voulez comprendre les mesures d'isolement et de contention, c'est ce texte. Il n'y a pas d'autre texte dans le Code de la santé publique. Après, vous êtes dans la partie réglementaire. Mais en tout cas, c'est le seul texte qui parle véritablement des mesures d'isolement et de contention. Donc, je vais te le mettre là dans le chat privé, si tu veux diffuser un petit peu. On verra qu'il est un petit peu long. On va essayer de le décrypter ensemble. L'objectif, c'est de permettre aux personnes qui sont soit victimes d'une mesure d'isolement et de contention en soins sans consentement, soit qui ont des proches qui subissent ces mesures, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, cet article L 3222-5-1, on ne va pas rentrer dans un détail, ce n'est pas l'objectif de l'émission, mais on peut dire qu'elle apporte les précisions suivantes. La première, c'est qu'elle fixe la durée de l'isolement et de la contention. D'accord ? Ce qui est bien parce que ce n'était pas forcément le cas. Je l'ai dit en 2016, on a dit que c'est trop imprécis. Elle fixe également les conditions du renouvellement et les limites de ce renouvellement avant qu'un juge de la liberté de la détention soit saisi. C'est-à-dire que vous pouvez renouveler les mesures, par contre, il faut en justifier régulièrement et il faut en justifier devant le juge de la liberté de la détention qui peut être amené à discuter de la régularité de ces mesures. La deuxième chose, c'est que le contrôle des mesures est renforcé par une information immédiate par les médecins psychiatriques en cas de renouvellement au juge de la liberté de la détention. Donc, le juge de la liberté de la détention, lui, est informé chaque fois qu'il y a un renouvellement des mesures. Donc, pour être intervenu en audience il y a à peu près 2 semaines, j'avais donc un registre sur lequel j'avais toutes les mesures, l'heure à laquelle elle a été décidée, l'heure à laquelle elle a pris fin, etc., etc. Donc, j'avais sur un registre ces mesures. Je savais qui était le médecin qui est intervenu, quelle était sa qualité, puisque j'ai dit qu'il fallait que ce soit un médecin psychiatre. Donc, si c'est un médecin généraliste, si c'est un médecin pédiatrique, ça ne marche pas, c'est pas possible, c'est une irrégularité. Donc, un médecin psychiatrique, je connaissais son identité, je savais quand la mesure avait été prise, à quelle fin elle avait été terminée, etc., si elle avait été renouvelée, etc., etc. On peut faire quand même quelques critiques à ce texte. C'est la critique que je me faisais puisque dans la permanence pénale dans laquelle j'interviens, nous avons analysé 5 situations dans lesquelles le patient peut être amené à connaître devant un juge de la régularité de la mesure d'isolement ou de contention. Et vous vous apercevrez qu'en fait, la présence de l'avocat n'est pas systématique. Or, j'ai dit au tout début de l'émission, vous vous rappelez, la condition sine qua non pour que la garantie des droits et des libertés des personnes hospitalisées soit effective et concrète, c'est que l'avocat intervienne. D'accord ? S'il n'y a pas d'intervention de l'avocat, cette garantie des droits, elle ne peut pas être effective et concrète parce que le magistrat, qui est censé être indépendant et impartial, dans le cas de figure qui concerne les mesures d'hospitalisation sans consentement, sera toujours tiraillé d'entre l'idée à la fois de s'assurer de la régularité de la mesure et à la fois de ne pas non plus bloquer l'action de l'administration. Et donc, c'est ces deux principes un petit peu contradictoires qui doivent être conciliés en même temps qui font que le magistrat ne peut pas être un allié du patient
sans être forcément l'allié de l'hospitalisation de l'établissement de santé. Mais l'avocat est le seul garant effectif et concret des libertés fondamentales des personnes hospitalisées. Si vous ne comprenez pas clairement ça, alors dans ce cas-là, vous n'avez pas compris le rôle de l'avocat. L'avocat est la condition sine qua non pour que la justice puisse fonctionner correctement. 5 conditions, 5 situations dans lesquelles vous allez voir que l'avocat n'est pas systématique. La première situation, on a un patient. Le patient n'a pas de contre-indication médicale à pouvoir rencontrer le juge de la liberté de la détention. Mais cependant, il ne demande pas à être entendu par le juge. C'est-à-dire qu'on l'a informé que les mesures d'isolement et de contention avaient été renouvelées, qu'on avait dépassé la durée légale et qu'il pouvait rencontrer un juge. Mais il dit non, c'est bon, je n'ai pas envie de rencontrer le juge. Pour quelle raison? Ça lui appartient. Quoi qu'il en soit, l'avocat, dans cette situation, le patient, pas de contre-indication médicale, il peut rencontrer le juge, mais il n'a pas envie, pas d'avocat. Or, comme je l'ai expliqué, nous sommes dans un contentieux objectif. On se fiche de savoir si, dans la situation du patient, le patient considère que l'irrégularité dont il est victime n'est pas importante. Ce n'est pas lui qu'on protège, c'est la société. Contentieux objectif. Ce que lui considère que l'irrégularité qui l'affecte n'est pas importante, ça ne le regarde que lui. Mais nous, en tant qu'avocats, et vu la mission qui nous a été confiée par le législateur, une atteinte portée à un seul est une menace faite à tous. Il ne faut pas que l'irrégularité qui affecte sa mesure devienne le droit commun. Parce que peut-être qu'elle sera source d'un abus dans une situation pour laquelle, effectivement, la personne n'acceptera pas cette irrégularité. Donc ici, on voit que l'avocat, pas présent si la personne ne le demande pas, alors qu'elle a toutes ses capacités pour le demander. Deuxième situation, le patient demande à être entendu, mais il existe une contre-indication médicale. Bon, il n'est pas en état de rencontrer un juge. Dans ce cas-là, dans cette situation, l'avocat est obligatoire, fort heureusement, mais on voit encore une fois que, objectivement, on ne voit pas forcément trop la différence de situation entre une personne hospitalisée sans consentement, donc ça veut dire qu'il souffre de soins psychiatriques, qui n'a pas conscience des troubles, qui n'est pas en mesure de consentir aux soins, avec une personne qui n'a pas conscience des troubles, n'est pas en mesure de consentir aux soins, mais pour lequel un médecin considère qu'il n'est pas en état de rencontrer un juge. Objectivement, moi, je les considère tous comme n'étant pas en possession de leur pleine faculté pour pouvoir savoir s'il est opportun ou pas d'avoir un avocat. Et ça, c'est mon avis. Troisième situation, le patient, pas de contre-indication médicale, ok, et il demande à être entendu et accepte la visioconférence ou le téléphone. Ça, c'est aussi une nouveauté des mesures d'isolement et de contention. Comme il va y avoir un contrôle régulier, le législateur a prévu qu'on pouvait faire ça par téléphone ou par visioconférence. C'est un peu dommage, et surtout, je pense que, à mon sens, il y a des choses qui ne peuvent pas se ressentir par téléphone ou par visioconférence. S'il existe encore, au XXIe siècle, des audiences, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des choses qui se ressentent. Il y a des choses qui ne peuvent pas se voir, qui ne peuvent pas s'entendre, mais qui se ressentent. Les audiences ont ce pouvoir de donner la possibilité de ressentir. Et ça, avec une visio ou un téléphone, ce pouvoir est totalement anéanti. Donc là, ici, on a le patient, pas de contre-indication médicale. Bon, il veut passer un coup de téléphone au juge pour voir si la mesure va bien. L'avocat est facultatif. Il peut prendre un avocat ou il peut ne pas prendre un avocat. Il suffit que l'administration lui dise « Ouais, mais si vous prenez un avocat, ça va être un peu plus long, ça risque de vous coûter de l'argent. » Même si c'est faux, hein, ça n'a rien à voir. La personne ne prend pas d'avocat. Et je peux vous assurer qu'à moins que vous ayez une formation juridique, premièrement, que cette formation juridique soit quand même un peu relative aux soins sans consentement. C'est une matière particulière. Vous n'avez aucune chance de soulever une irrégularité. C'est mort. Vous n'y arriverez pas. Donc, vous êtes condamné finalement à subir les éventuels abus de l'hôpital. C'est ça concrètement. Bon, on a vu 3 situations. 4e situation. Le patient demande à être entendu, mais il refuse la visioconférence et le téléphone. Donc, il veut être entendu, mais il veut effectivement rencontrer physiquement le juge. Dans ce cas-là, on retourne dans la situation qu'on connaît, c'est-à-dire l'audience se tient à l'hôpital, le JLD, le juge de la liberté de la détention, se déplace, mais ici encore, l'avocat est facultatif. Alors, moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comment tu veux qu'une personne qui n'est pas en mesure de consentir aux soins, qui est retenue contre son gré à l'hôpital, qui n'est donc pas en mesure concrètement de pouvoir pourvoir lui seul à ses besoins et à se soigner, soit en mesure de comprendre et d'apprécier l'utilité et l'opportunité d'avoir un avocat? C'est impossible. Et objectivement, c'est quoi la différence entre une personne qui est hospitalisée sans consentement et qui va rencontrer un juge parce qu'on va se voir regarder la régularité de sa mesure, et une personne qui est hospitalisée sans consentement et qui va regarder la régularité d'une mesure d'isolement et de contention? C'est quoi la différence entre les deux?
Il n'existe pas. Objectivement, il n'existe pas. Donc là, je ne comprends pas pourquoi l'avocat est facultatif. 5e situation. Le juge décide spontanément, c'est lui. Il veut entendre le patient. Donc le patient, il est soit pas en état d'être entendu, soit il ne demande pas à entendre le juge, mais là, on ne lui demande pas son avis, c'est le juge, il veut le rencontrer. OK. Dans ce cas, l'audience aura lieu dans la salle d'audience du CHU. Et là, dans ce cas-là, effectivement, l'avocat est obligatoire. Donc là, encore une fois, je ne vois pas trop objectivement ce qui justifie cette différence de traitement. Pour moi, dans toutes ces situations, on est avec des personnes qui subissent contre leur gré, parce que c'est des soins sans consentement, des soins qui ne sont pas en mesure de consentir aux soins parce qu'ils ont un trouble psychiatrique. Donc, ils devraient tous, quelle que soit la situation, avoir obligatoirement un avocat. Alors, je pense que ce sera certainement l'objet d'une prochaine question prioritaire de constitutionnalité. Parce que, pour avoir regardé effectivement les précédentes QPC qui avaient été posées en matière de mesures d'isolement et de contention, on s'aperçoit à chaque fois que c'est la durée de ces mesures, l'insuffisance des précisions du contrôle de ces mesures, mais qu'en fait, à chaque fois, on ne parle jamais du rôle de l'avocat. Donc, on ne parle pas du rôle de l'avocat. Donc, automatiquement, je pense que la prochaine question prioritaire de constitutionnalité devra porter sur le rôle de l'avocat. L'avocat doit être obligatoire, quelles que soient les modalités de l'audience ou du contrôle des mesures d'isolement et de contention. Ce sera le prochain combat. Et je pense qu'on verra si le législateur me donnera raison ou non. Mais on sait qu'en 2011, le législateur a fait à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il fait rentrer l'avocat, mais l'avocat est facultatif. Condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, OK, l'avocat devient obligatoire en 2013. Voilà. Je pense que le législateur applique ce qu'on appelle la technique des petits pas. C'est-à-dire que au lieu d'introduire un changement fondamental et frontal dans la pratique administrative des centres hospitaliers, il va instaurer goutte après goutte, petit pas après petit pas, différentes mesures pour faire rentrer la justice dans les centres hospitaliers. Ce qui permet aux centres hospitaliers de s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de la loi. Là, je pense que les hôpitaux ont à peu près encore 2 ans avant que il y ait un contrôle systématique des mesures d'isolement et de contention avec la présence d'un avocat. Parce que si vous n'avez pas d'avocat, la défense de vos libertés fondamentales est illusoire. Elle est illusoire. Vous n'avez aucune chance de soulever une irrégularité. Vous n'avez aucune chance de pouvoir mettre fin à un éventuel abus. Alors les abus, j'ai envie de vous dire, sont assez rares, fort heureusement, mais il suffit que ce soit vous la victime de l'abus, même si vous représentez 1% des cas, pour vous, c'est 100%. Pour vous, quand vous subissez un abus, c'est 100%. Donc, il ne vaut mieux pas être celui qui subit l'abus. Et pour ne pas être celui qui subit l'abus, il faut que l'avocat puisse entrer dans le CHU, puisse contrôler les mesures d'isolement et de contention. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Alors, très spécial, même si toujours, comme tu l'expliquais l'autre jour, alors ce qui est des fois délicat et beau suivre, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, je suis l'émission, on va dire, de manière intensive, et puis comme j'essaie de regarder un petit peu les commentaires à côté, ils font l'autre des éléments, mais alors c'était très intéressant, j'ai bien compris l'histoire de l'avocat, donc avec les petites subtilités par rapport à ce que tu as évoqué, où finalement, oui, ça paraît paradoxal, si je le redis avec mes mots, c'est-à-dire que on va laisser le libre choix à quelqu'un de recourir potentiellement à un avocat, notamment dans une situation où il n'est pas spécialement dans ses pleines capacités de pouvoir décider si c'est intéressant pour lui ou non de prendre un avocat. Grossièrement. C'est exactement ça. C'est que la personne est considérée comme étant incapable de se soigner elle-même et de ne pas être soit dangereuse pour elle-même, soit dangereuse pour les autres. Donc, elle n'est pas en capacité de comprendre ce qui se passe. Mais parallèlement, on lui laisse la responsabilité de savoir si c'est utile ou pas et opportun de prendre un avocat. C'est pas cohérent. Totalement. Alors, petite question, et c'est là où, du coup, je me dis, ce serait peut-être éventuellement, justement, avec des médecins psychiatres, où ce serait intéressant d'avoir l'information. Donc là, on a parlé vraiment du cadre juridique et des régularités et de l'irrégularité, qui fait que, justement, on a quand même un cadre législatif, on ose le dire, parce que là, on a atteint les libertés depuis 2 ans, de manière totalement paradoxale. Et là, à l'inverse, on constate quand même, dis-moi si je me trompe, qu'on a quand même, au contraire, renforcé un petit peu quand même davantage le droit et tous les recours que l'on a possibles qui nous permettent déjà de faire en sorte que ce soit fait en bonne et due forme, si on peut dire ça ainsi. Tout à fait. Alors, c'est assez paradoxal parce que c'est vrai que toi et moi, habituellement, on va plutôt pointer du doigt les dysfonctionnements systémiques de nos systèmes juridiques. Et il y a quand même des choses qui fonctionnent bien. Effectivement, les soins sans consentement, c'est plutôt une amélioration de la protection des libertés fondamentales.
Et d'une manière générale, il y a plein d'autres matières. C'est bien que on en parle, parce que justement, nous ne sommes pas que des vieux réactionnaires. On est aussi des personnes qui sont capables d'analyser le droit et de dire quand il y a des choses qui sont bien. Moi, ce que je pense, c'est que ce texte est une bonne chose, mais il est encore insuffisant. Mais effectivement, il va dans le bon sens. Et c'est bien de soulever aussi quand les choses vont dans le bon sens. D'accord. Et puis d'une Mais manière générale, alors, rappelons-le aussi, et Pierrick, rappelons-le oui, aussi, concrètement, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Le totalement. droit de la crise sanitaire, c'est un droit qui est à part, dont les enjeux sont fondamentalement, pas forcément plus importants, mais vont concerner 66 millions de personnes. Les soins sans consentement, c'est 88 000 personnes qui sont internées directement et éventuellement le cercle d'amis proches qui est concerné par l'internement de cette personne. Ce n'est pas 66 millions de Français. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Ce qui est regrettable parce qu'on devrait d'autant protéger les personnes hospitalisées, comme on le fait, ce qui est une bonne chose, que les 66 millions d'autres Français. On devrait avoir une garantie effective et concrète de toutes nos libertés fondamentales, et ce, quelle que soit la période, crise ou non. Si les libertés fondamentales se désactivent en période de crise, c'est que ces libertés ne sont plus fondamentales. Totalement. Alors, du coup, petite question, enfin, tu as abordé le sujet au tout début, hein, je crois que ça fait partie des 3 points qui pouvaient justifier. Alors, c'est là où je te disais que potentiellement, je ne sais pas si tu auras les éléments de réponse, parce que là, on va toucher davantage au côté médical. Qu'est-ce qui pourrait, en termes d'abus, ce serait par exemple, imaginons un médecin psychiatre, comment en fait, imagine, toi, si tu es saisi par une famille pour quelqu'un qui serait éventuellement interné d'office, selon un rapport médical qui serait potentiellement jonché, si on peut dire, en fait, d'une expertise, mais qui ne correspond pas à l'état de santé de la personne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un médecin psychiatre, on va dire en Très lien, bien. volontairement, qui aurait volontairement renforcé, enfin écrit, puisque je me permets du terme, des âneries, par exemple, pour pouvoir faire interner médicalement quelqu'un. Comment est-ce Alors que ça, oui, tu... c'est des abus qui ont déjà existé. Alors maintenant, rassure-toi, il n'y a pas un seul médecin psychiatre qui doit effectivement permettre à une personne d'être hospitalisée. Éventuellement, sur la procédure d'urgence, on sait que au lieu d'avoir 2 médecins psychiatres qui permettent d'hospitaliser et d'interner la personne, on peut en avoir un. Et on sait qu'il y a un abus à ce que cette procédure d'urgence et d'exception soit mise en œuvre. Mais quoi qu'il en soit, au bout de 24 heures, tu rencontres un autre médecin psychiatre. Et au bout de 72 heures, tu rencontres encore un 3e médecin psychiatre. Et ensuite, au 8e jour, lorsque tu saisis le juge de la liberté de la détention, tu rencontres encore un autre médecin psychiatre, qui peut être identique aux 2 autres. Mais on a quand même 3-4 personnes qui vont te rencontrer. Donc aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que le médecin psychiatre fasse un copier-coller et finalement ne t'ausculte pas directement, ne te rencontre pas. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est que tu n'as pas rencontré, mais il dit oui, il faut qu'il reste à l'hôpital, et sans véritablement t'examiner, il fait un copier-coller ou alors il met une phrase pour justifier ton internement. Bah, ça, c'est une irrégularité de la mesure, puisque tu ne mets pas en capacité le magistrat de vérifier que les conditions fixées par les textes sont remplies. Donc là, normalement, tu dois sortir. Faut-il encore que tu aies l'avocat qui te permette de soulever ce moyen d'irrégularité, qui te permette de sortir? Or, un des reproches que je peux faire à certains de mes confrères, à tort ou à raison, qu'importe, on est là pour discuter, mais c'est que très souvent, on a des confrères qui ont une assistance passive. C'est-à-dire qu'ils vont tenter d'expliquer à la personne qu'ils sont censés assister qu'effectivement, la mesure, elle est quand même bien pour eux. Et qui ne vont pas véritablement regarder les moyens d'irrégularité de la mesure. Voire même qui, s'ils en constataient, ne les soulèveraient pas spontanément. Alors que, rappelons-le, à ce moment-là, quand vous êtes une personne hospitalisée, votre allié le plus fondamental, c'est votre avocat. Vous êtes seul. C'est certainement pas l'équipe médicale qui va vous aider à faire lever la mesure, puisque eux, leur objectif, c'est finalement de vous apporter tous les soins que vous avez besoin, et vous en avez besoin. Et c'est certainement pas au magistrat qui, lui, va être saisi uniquement des questions qui lui sont posées. Il ne peut pas se saisir spontanément des questions qui ne lui sont pas posées. D'accord ? Et, je le rappelle, doit faire en sorte quand même de ne pas gêner non plus l'action de l'administration. Alors, bon, ça, c'est la pratique. La pratique, c'est qu'il ne doit pas gêner l'action de l'administration. En théorie, il devrait être indépendant et impartial et on devrait se ficher de ces conséquences-là. Mais dans la pratique, on s'aperçoit que le juge de la liberté de la détention cherche quand même à permettre à l'hôpital de fonctionner correctement et à ne pas prononcer des mains levées à chaque fois.
Et puis, d'une manière globale, si je peux faire un petit retour d'expérience, les quelques fois, que ce soit en tant que pompier professionnel ou pompier volontaire, quand je suis intervenu soit sur des hospitalisations d'office, c'était souvent enfin souvent, non, les rares fois où on intervenait, nous, en tant que pompiers, donc il faut bien savoir, on n'était pas là pour contraindre, on était dans le cadre d'une procédure qui avait débuté, où on faisait juste, nous, le transport, par exemple, d'un lieu public ou d'un lieu privé vers, justement, la structure de Hôpital. soins. Voilà. Et d'ailleurs, nous, c'était notamment dans le cadre de là où j'exerçais, hein, notamment en cas de situation d'urgence. C'est-à-dire que même ça devait être effectué normalement par des ambulances privées. Donc nous, on était vraiment en situation d'urgence. Et si ça peut rassurer les gens, parce que l'internement, ça fait souvent peur aux personnes, là, les mesures de contention ou autres, hein, même si ça concerne quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes. Attention, j'en fais pas une généralité. Ça peut vous rassurer également d'une manière globale. Alors, il y a toujours les exceptions dont nous parlait David tout à l'heure, hein, mais d'une manière globale, nous, on intervenait vraiment à chaque fois, celle que j'ai eu fait, vraiment dans le cas où la personne se mettait elle-même en danger immédiat. C'est-à-dire que ces procédures-là, donc nous, on était là juste pour le transport, mais parce que j'ai pu le constater, on était vraiment face à des personnes qui se mettaient en danger immédiatement, pas demain, pas après-demain ou autre, hein. Elles avaient un état, si on peut dire, de santé, qui faisait qu'elles étaient leur propre menace pour elles-mêmes. Voilà. Je ne vous parle même pas spécialement des personnes qui avaient des idées suicidaires ou autres, hein. Là, dans le cas de l'hospitalisation d'office, on était vraiment à un cran vraiment au-dessus, où là, c'était strictement immédiat, ou des personnes qui pouvaient potentiellement être vraiment dangereuses pour les autres, pour l'entourage, des fois même personnel, familial, à effet immédiat. Donc, j'ai quand même senti, d'une manière globale, les quelques fois où je suis intervenu sur ce genre d'intervention, où il y avait vraiment une volonté, c'était vraiment en fait pour protéger la personne d'elle-même. Il Non, bien faut bien sûr, qu'on mais se le dise. les Voilà. abus, c'est une extrême minorité. Rappelons-le. C'est une extrême minorité, rappelons-le quand même. La plupart du temps, la mesure de soins sans consentement, elle permet quand même de sauver des vies. Concrètement, elle permet de sauver des vies. Donc, bien sûr que c'est une mesure qui est de nécessité, mais s'il y a un abus, si un jour il y a un abus, il faut absolument que cet abus prenne fin. Parce que une atteinte faite à un seul est une menace portée à tous. Montesquieu. Totalement. Merci pour ces éléments. Il n'y a pas spécialement de questions. Si, alors je remonte un petit peu plus haut, si je reprends. Voilà. Je ne sais pas si elle est encore là, mais je me suis dit, je la poserai à la fin, je voulais attendre. Notamment de la Mom Zaza. Si mesure abusive pour un ado enfant, quels sont les recours? Je suppose les mêmes, mais je te pose quand même la question. C'est un régime particulier pour les enfants. Là, je m'y connais pas du tout. J'avoue que là, je sèche. Je sais que c'est un régime particulier parce que les ados enfants, ils sont mineurs, donc c'est les parents qui décident. Ils sont pas concernés, en tout cas, par les mesures de soins sans consentement qui, elles, concernent vraiment des adultes. Il y a des personnes qui sont capables, au sens juridique du terme. Donc là, c'est un régime particulier. Je ne vais pas dire de bêtises. Je sais pas. Donc c'est un élément qui Ils sont pas potentiellement. concernés par ces mesures. Voilà. D'accord. Est-ce que potentiellement c'est un élément que comme tu fais des articles juridiques sur ton site, je remets le site d'ailleurs parce qu'à chaque fois que tu abordes le sujet, donc tu fais également des articles juridiques, est-ce que c'est un point où potentiellement tu vas être amené à éventuellement le compléter dans les jours, dans les semaines qui viennent, sur cette notion-là, sur les articles juridiques que tu réalises, ou On c'est peut, trop on peut. Non, on peut. Alors après, est-ce que je vais faire un article d'information juridique ou une consultation juridique? C'est plutôt ça. Non, alors je ferai un article d'information juridique. Je pourrais ajouter un point par rapport à ça, avec grand plaisir. Après, je ne pourrais pas faire une consultation juridique extrêmement précise sur le régime, surtout que je ne le pratique pas, hein. Là, je parle d'une matière que je connais, parce qu'il y a la pratique, en fait. Ok. Bon, très bien. Bon, j'espère que ça a répondu quand même à la question de la même Zaza. Donc, on est quand même sur quelque chose, donc du coup, si j'ai bien compris, de très particulier qu'il faudrait vraiment approfondir, voire éventuellement même avec des gens du droit juridique qui sont vraiment spécialisés sur le domaine. Là, il faut aller voir un avocat qui intervient pour les mineurs, concrètement, parce que je pense raisonnablement que c'est certainement le juge des enfants. Je pense. C'est une procédure spéciale, c'est sûr. J'ai déjà entendu parler de mesures concernant effectivement des soins psychiatriques à l'encontre de mineurs. C'est un régime spécial. Moi, je ne fais que les adultes. D'accord.
Bon, très bien. Il n'y a pas spécialement d'autres questions. Et puis, écoutez, je pense qu'on va donc. Nous sommes en 1h10. On a dépassé, on va dire, souvent l'objectif qu'on se fixe d'une C'était heure. 10 minutes de retard. C'est ça. Alors, Donc, en tout cas, merci de cette émission. C'est un vrai plaisir, en tout cas, pour ma part. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont également apprécié cette émission. Je vous invite à nous mettre en commentaire ce qu'on pourrait améliorer, les choses que vous aimeriez voir. Voilà, le format qu'on est en train de créer avec Pierrick est en train d'évoluer. On est en train de réfléchir à plein de choses pour dynamiser un petit peu cette émission. Donc vraiment, cette émission, c'est la vôtre. Donc il ne faut pas hésiter à nous faire remonter tout ce que vous souhaiteriez voir un petit peu dans cette émission. Je te laisse la parole, Pierrick. Et en tout cas, merci encore pour tous ces éclaircissements, David. C'est toujours très intéressant. Je trouve vraiment pertinent qu'on ait pu reparler de ce sujet-là parce qu'en plus, voilà, comme tu l'as évoqué avec le cavalier juridique que tu as évoqué tout à l'heure, il y avait eu avec les mesures là concernant le Covid vraiment, on va dire, un imbroglio et surtout des interprétations un petit peu douteuses sur tiens, du coup, ils vont pouvoir nous enfermer, nous interner si on n'est pas content. Grossièrement, je traduis un peu ce qui avait été donné. Donc, n'hésitez pas à mettre voilà, vos commentaires, à partager, à vous abonner. Je le redis à chaque fois. Ce qui peut nous aider, c'est également voilà, les abonnements aux pages Facebook, voilà, à liker les pages Facebook, donc Collectif Libertad, la page Facebook Ça de nous David donne Guyon. de la visibilité, ça permet de retrouver les émissions, ça permet aussi à des gens qui ne nous connaissent pas de nous découvrir. Je l'ai dit la semaine dernière encore une fois, j'avais une personne qui ne me connaissait pas, qui m'a contacté parce que justement les recommandations, parce que les avis sur Google, parce que la chaîne YouTube, parce que lorsque l'on parle finalement de crise sanitaire, mon nom ressort, mais c'est grâce à vous qu'il ressort. Eh bien, cette personne m'a contacté et on a préparé avec elle par un rendez-vous téléphonique, les arguments juridiques qu'elle a pu soulever devant le tribunal correctionnel pour faire tomber la contravention qu'elle avait eue en raison du non-port du masque dans un train. Donc, vous voyez, c'est quand même des choses très concrètes. Donc ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'elle nous a découvert. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. Ça nous donne beaucoup de visibilité. Et bien entendu, ça nous aide à partager cette connaissance qui est indispensable pour qu'on puisse éviter justement les abus. Donc, merci à toutes et tous. Et puis, on vous dit donc à lundi pour la prochaine émission. Donc, vous aurez donc l'information également, certainement dans la semaine ou fin de semaine prochaine sur voilà, la prochaine émission. Mais sachez que lundi prochain, 20h, on se donne rendez-vous donc sur les pages Facebook et les chaînes YouTube, Libertad, David Guyon, pour la prochaine émission. Donc, ce sera diffusé en avance. Et donc, on vous dit à bientôt. Passez une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Au revoir.